J'ai voulu profiter de la présence de la Lituanie à la présidence de l'Union européenne de juillet à décembre 2013 pour évoquer un petit peu pour vous le monde de la Baltique. C'est un espace géographique dont on parle assez peu, qui n'est pas très bien connu et pourtant qui est presque devenu une zone européenne, en tout cas une zone d'échanges commerciaux tout à fait intense. On l'appelle la Méditerranée du Nord, donc je vous propose de regarder quelques cartes de cette région. Voici la mer Baltique. C'est une mer quasi fermée. Elle n'est reliée à la mer du Nord, puis à l'Atlantique que par une série de détroits que vous voyez sur la carte. 9 pays bordent la Baltique, dont la Russie, qui dispose de 2 accès à cette mer par la ville de Saint-Pétersbourg et par son enclave de Kaliningrad. Et si l'accès à la Baltique est commun à tous ces pays, ce territoire ne constitue pas pour autant un espace uniforme. La région se caractérise en fait par une très grande diversité culturelle. Ça s'exprime notamment par la variété des groupes linguistiques que l'on trouve autour de la Baltique, par la diversité religieuse, puisque 3 confessions cohabitent chez les populations des pays riverains, catholicisme, protestantisme, orthodoxie, et malgré cela, la région a connu, au Moyen Âge, une période d'intense échange et de coopération entre les populations et les villes bordant cette mer. Cet épisode historique, c'est celui de la Hanse. La Hanse, c'était un réseau de plus de 200 villes marchandes de la mer du Nord et de la Baltique. Le réseau a connu son apogée entre la fin du XIIIe et la fin du XVe siècle, et durant cette période, la Hanse a détenu le monopole du commerce dans la Baltique, et les villes riveraines étaient alors très dépendantes les unes des autres. En sens inverse, les rivalités politiques ont eu parfois raison de ces modèles de coopération, et d'ailleurs la période de la guerre froide en est un bon exemple. Pendant la guerre froide, c'est notamment par la mer Baltique que passe la frontière entre le bloc de l'Est et le bloc de l'Ouest. Avec d'un côté, pour faire simple, le camp capitaliste, composé de la RFA et du Danemark, tous 2 membres de l'OTAN, de l'autre, le camp communiste, composé de l'URSS, dont les pays baltes font partie, la Pologne, la RDA, tous ces pays sont membres du pacte de Varsovie, et puis au milieu 2 États, la Suède et la Finlande, qui sont neutres. Cette division durera près d'un demi-siècle et marquera fortement les économies, mais aussi les esprits, dans l'espace de la Baltique. Mais les choses ont beaucoup changé ces dernières années depuis la chute du rideau de fer et l'expansion de l'Union européenne vers le nord et l'est du continent. 8 des 9 pays riverains de la Baltique sont désormais membres de l'Union européenne, dont 4 qui ont appartenu au bloc soviétique, l'Estonie, la Lituanie, la Lettonie et la Pologne, qui ont rejoint l'Union européenne en 2004. Ces 8 pays font également partie de l'espace Schengen. Donc dans la région, on a tout à la fois la libre circulation des marchandises, des personnes et des capitaux. Et de ce fait, et en quelques années, la mer Baltique est devenue une sorte de mare nostrum de l'Union européenne, l'intégration européenne ayant permis la reconnexion entre les 2 rives. Qu'on en juge en regardant quelques chiffres liés au commerce. Entre 1997 et 2011, le volume de marchandises transportées par an par voie maritime dans la Baltique a doublé, passant de 400 millions de tonnes en 1997 à près de 800 millions de tonnes en 2011. Pour assurer le transport d'un tel volume de marchandises, plus de 200 ports commerciaux, dont vous voyez les principaux sur notre carte, envoient et réceptionnent les marchandises transportées. Aux échanges de marchandises s'ajoute aussi l'intense circulation de personnes par les ferries. Ces derniers transportent environ 150 millions de passagers par an. Dans les transports terrestres, de nombreux investissements visent à renforcer les infrastructures et favoriser la circulation dans la région. L'un de ces projets est la Via Baltica, un futur axe routier reliant la République tchèque à la Finlande, en passant par la Pologne et les pays baltes. Il s'accompagne de la construction d'une ligne ferroviaire, le Rail Baltica, reliant Berlin à Helsinki, en passant là aussi par la Pologne et les pays baltes, et nécessitant la construction d'un tunnel sous-marin entre Helsinki et Tallinn. Depuis 2000, le pont de l'Øresund, qui est moitié aérien, moitié sous-marin, relie Copenhague à Malmö et sert à la fois d'axe routier et ferroviaire.
Un nouveau tunnel de 19 km est en construction entre Fehmarn, au nord de l'Allemagne, et l'île de Lolland, au Danemark. Donc ces projets, comme nous l'avons vu, visent à favoriser le transport de personnes et de marchandises, largement dynamisé par la demande locale et mondiale en énergie, dont certains pays de la Baltique sont producteurs. Il faut le savoir, les pays de la Baltique sont en pointe dans la production d'électricité éolienne. 14 fermes éoliennes ont été construites dans la région ces 10 dernières années. Et en 2030, le nombre de fermes s'élèvera à 67. Or, le transport de ces énergies s'effectue par câble. Entre 2010 et 2030, plus de 7000 km de câbles seront installés dans les fonds de la Baltique. À cela s'ajoutent les réseaux de gazoducs. Le Danemark, l'Allemagne, la Pologne sont producteurs de gaz, et surtout la Russie, qui est le deuxième producteur mondial de gaz. Et bien pour transporter ce gaz dans le fond de la mer Baltique, a été construit le gazoduc Nord Stream entre la Russie et le nord de l'Allemagne. Mis en service en 2011 et construit par Gazprom, il alimente en gaz près de 26 millions de foyers en Allemagne, avant d'alimenter d'autres pays en Europe de l'Ouest. Parmi les autres projets désormais achevés, on trouve le Baltic Connector. Long de 120 km, ce gazoduc relie la Finlande et l'Estonie. Et puis enfin, il y a aussi le projet Baltic Pipe, un gazoduc en construction entre le Danemark et la Pologne. Tout ceci pour dire que ces réseaux d'hydrocarbures, ces câbles, ces ponts, ces navires vont traverser la Baltique dans tous les sens et illustrent le fort niveau de coopération entre les pays riverains. Seulement, le développement du commerce maritime et du transport des énergies, mais aussi le tourisme, l'agriculture, l'urbanisation, l'industrialisation, menacent un environnement vulnérable. Car la Baltique est déjà l'une des mers les plus polluées de la planète, et ce, pour plusieurs raisons. En premier lieu, l'intensité du trafic maritime favorise les accidents de navires. On a recensé 121 accidents de navires pour l'année 2011. Plus de 700 barils de pétrole en moyenne sont déversés dans la Baltique chaque année. Ensuite, les fonds marins de la Baltique contiennent des milliers de tonnes de munitions et d'armes chimiques dans les zones que vous voyez sur cette carte. Car après la Seconde Guerre mondiale, l'URSS, mais aussi le Royaume-Uni, ont déversé dans la Baltique respectivement 40 000 et 69 000 tonnes d'équipements militaires, car cela revenait moins cher que de les démanteler. Il y a aussi la présence d'algues nocives dans la mer. L'agriculture, les activités industrielles, le rejet des eaux non traitées favorisent l'apparition de ces algues nocives pour les écosystèmes marins. Et de ce fait, la pêche ou même le tourisme sont désormais des activités économiques partiellement compromises. Vous voyez sur cette carte les sites pollués autour de la mer Baltique, et on voit bien qu'ils concernent tous les pays riverains. C'est justement parce que tous les pays riverains de la Baltique sont et responsables et victimes de cette situation que ces thématiques de la pollution et de la protection de l'environnement ont poussé vers une certaine coopération régionale. Dès 1974, tous les pays riverains avaient signé la Convention sur la protection de l'environnement maritime de la Baltique, dite Convention d'Helsinki, et aujourd'hui, la coopération est désormais élevée dans la région, notamment parce que l'Union européenne a développé plusieurs politiques dans ce sens. Cela dit, il faut aussi évoquer plusieurs tensions politiques qui sont perceptibles et qui rappellent étrangement la guerre froide. Car aujourd'hui, plusieurs anciennes républiques soviétiques ont rejoint l'OTAN. Et puis, la Pologne l'a intégrée en 1999, les pays baltes en 2004. Cet élargissement place l'Alliance atlantique aux frontières de la Russie, ce qui n'est pas du goût de Moscou. Et puis, il y a aussi le vieux dossier du bouclier antimissile. La Pologne a accepté d'accueillir des éléments de ce système que les États-Unis veulent implanter en Europe afin de contrer des missiles qui pourraient venir d'États hostiles comme l'Iran. Et le bouclier sera opérationnel en 2018. Or, la Russie se sent visée par cette initiative puisque la portée du bouclier atteindrait son territoire, et pour marquer son désaccord, Moscou a menacé d'installer dans son enclave de Kaliningrad des missiles à portée intermédiaire qui, de fait, pourraient atteindre n'importe quel État de la Baltique.
Alors on l'a vu avec ces cartes impressionnantes par leur densité, ces ferries qui se croisent dans tous les sens, ce vaste commerce maritime de pondéreux, ces ports, ces gazoducs actuels ou en construction, la mer Baltique semble avoir tissé à nouveau une ligue hanséatique. Cela dit, le commerce ne peut pas tout résoudre. D'une part, la pollution reste extrêmement élevée dans cette région, malgré les programmes financés par l'Union européenne pour la dépollution. Et d'autre part, la présidence lituanienne n'est pas forcément très bien placée pour détendre les relations politiques entre l'Union européenne et la Russie. Alors sur cette région du monde, vous pouvez lire utilement Baltique, histoire d'une mer d'ambre de Philippe Meyer aux éditions Perrin. C'est un livre sur l'histoire de la Baltique, des origines jusqu'à aujourd'hui. Vous pouvez lire aussi le rapport du WWF, World Wildlife Fund, Future Trends in the Baltic Sea, qui porte sur de nombreuses thématiques et pas seulement environnementales, puisqu'on y traite des questions de l'énergie dans la Baltique, du commerce, du trafic maritime, mais également des questions militaires. Et puis je voulais vous signaler la sortie d'un nouveau coffret DVD, le volume 4, dans lequel nous vous proposons 80 épisodes issus des 3 dernières saisons du Dessous des cartes et regroupés en 5 grandes thématiques internationales. Vous pouvez vous le procurer en magasin et sur arteboutique.com.